Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour un bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc, en premier, j'ai lu le livre de Jérôme Loubry, Le Chant du silence, aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc dans cette histoire, nous allons être dans 2 temporalités différentes. Donc en premier, en 1995, où nous allons faire la connaissance de Damien, d'Oriane et de Gustave, qui sont 3 adolescents, qui vivent dans une ville où il y a une activité de pêche. Voilà, il y a beaucoup de pêcheurs. Dans cette ville, il y a une coopérative maritime. Voilà, le père de Damien et le père de Gustave sont pêcheurs. Le père d'Oriane, lui, est le patron, voilà, de cette coopérative maritime. Voilà. Et cet été-là, parce que c'est un été où l'histoire se passe, cet été-là de 1995, il va se passer plusieurs choses et par rapport à ces plusieurs choses, il va y avoir un drame, voilà. Quelqu'un va mourir et c'est ce qui va changer la vie de nos 3 adolescents. Damien va devoir partir. Et il va revenir dans sa ville natale en 2019, le jour de la mort de son père. Son père est mort et il va devoir signer les papiers du notaire. Voilà. Et il va aussi devoir assister à l'enterrement de son père alors qu'il n'a pas du tout envie, vu que son père a été accusé de meurtre. Voilà. Et il lui en a voulu à peu près toute sa vie, voilà, parce qu'il a dû partir de sa ville natale, il a dû quitter ses amis à cause de lui, enfin en partie à cause de lui, voilà. Et donc durant son séjour dans sa ville, il va apprendre que son père lui a, comment dire, lui a laissé une certaine somme d'argent. Il n'arrive pas trop à y croire parce que son père ne roulait pas sur l'or. Vu qu'il avait vu que le métier de pêcheur n'était pas non plus un métier, voilà, à cette époque, en 1995, c'était plus vraiment les métiers euh, très prisés. Voilà, et c'est très très compliqué d'être pêcheur. C'est vraiment un métier ingrat. Voilà, donc il va se poser des questions en se demandant mais comment est-ce que son père a pu récolter une somme pareille pour lui. Et il va apprendre pas mal de choses grâce à Franck, qui était l'assistant de son père lors de ses sorties en mer. Voilà, il aidait son père pour la pêche, tout ça. Et Franck va lui apprendre une vérité qu'il ne connaissait pas par rapport à ses parents. Et du coup, il va vouloir vraiment chercher la vérité sur tout ça. Et il va aussi y avoir d'autres meurtres, voilà, qui vont arriver quand il va revenir dans sa ville natale. Et du coup, il se pose beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que ces meurtres ont un rapport avec le fait qu'il soit revenu ou pas? Voilà, et il y a beaucoup de souvenirs qui vont lui revenir en mémoire. Et donc, du coup, on va être dans toute cette histoire qui est une très, très bonne histoire. Jérôme Loubry nous décrit bien la vie des pêcheurs à cette époque, enfin surtout en 1994 ou 95, je sais même plus moi du coup. 95, voilà, en 1995, c'est ça, je me trompe pas. Donc à cette époque de 1995, et il nous le décrit très très bien. Voilà, et j'ai vraiment bien aimé ce livre, j'ai aimé cette histoire, je suis tout de suite rentrée dedans. À part à la deuxième partie, il y a eu alors pour moi, il y a eu un petit relâchement de ma part, et du coup, mais euh, comme Jérôme Loubry a réussi à me mettre un petit rebondissement, à un moment donné, c'est reparti tout seul. Et je n'ai vraiment pas regretté d'avoir lu ce livre. Et ce qui est bien avec Jérôme Loubry, c'est que ce sont des one-shots. Du coup, on n'est pas obligé de les suivre, on n'est pas obligé de les lire, pardon, depuis le début. On peut les lire indépendamment les uns des autres et c'est ce que j'aime chez cet auteur. Voilà. Et ces histoires sont toujours très intéressantes. On se plonge tout de suite dedans.
et c'est vraiment un bonheur de le lire. Voilà. Donc si vous êtes intéressé de connaître cette vie des pêcheurs et cette sombre histoire de meurtre, allez-y, n'hésitez pas à vous y lancer parce que c'est du très grand Jérôme Loubry. Voilà. Donc Jérôme Loubry, Le Chant du silence, aux éditions Calman Lévy-Noir. Donc après avoir lu le Jérôme Loubry, je me suis lancée dans un livre historique. Donc je me suis lancée dans le livre d'Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Diablesses, aux éditions Robert Laffont. Donc dans cette histoire, nous allons parler principalement des empoisonneuses voilà, qui vivaient au temps du règne de Louis XIV. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'empoisonneuses à cette époque-là. Et une empoisonneuse en particulier qui s'appelait Lavoisin, qui a été accusée donc, d'empoisonnement et d'autres faits, voilà, et qui a été brûlée vive. Voilà, comme les sorcières en fait, voilà. Et comme vous le voyez sur la couverture, donc il y a eu 442 accusés de commerce de sorcellerie, 36 condamnés à mort, dont Lavoisin. Voilà, et l'histoire va nous être contée par sa fille, Marie-Marguerite. Voilà, donc on va revivre, grâce à sa fille, la vie de sa mère, en fait. Au début, donc, quand elle n'était que sage-femme, et de sage-femme, elle a dû travailler parce que son mari était un alcoolique et un fainéant. Voilà, il ne voulait pas, il ne travaillait pas, il ne cherchait pas non plus à travailler. Donc du coup, Lavoisin a décidé de continuer donc son métier de sage-femme, mais entre-temps, elle est devenue... alors, elle a fait... comment on appelle ça? J'arrive jamais à... Elle a fait croire qu'elle avait des dons divinatoires, voilà. Et aussi, elle a commencé à fabriquer des potions, voilà, donc des potions, donc des filtres d'amour, mais ça a fini par devenir aussi des potions de mort, voilà, des empoisonnements, voilà, parce qu'on lui demandait de concocter des potions pour tuer certaines personnes, voilà, parce que des femmes n'en pouvaient plus de leur mari, ou les maris n'en pouvaient plus de leur femme, ou voilà, quoi. Donc du coup, on lui demandait tout simplement de faire ces potions, et elle, pour réussir à nourrir sa famille, elle a fait tout ça, voilà, et beaucoup plus. Quand je lisais ce livre, des fois ces actes me donnaient froid dans le dos. Et elle a aussi donc, côtoyé la haute bourgeoisie, donc, et aussi la maîtresse de Louis XIV, donc Madame de Montespan, je me trompe pas, parce que entre Maintenon et Montespan, Madame de Montespan, voilà, qui était une des maîtresses de Louis XIV, qui ne supportait pas donc ses rivales, et qui a demandé à Lavoisin de bien vouloir lui concocter donc un filtre d'amour, ou des filtres d'amour, ça dépend combien, pour que le roi continue à l'aimer elle, et non pas les autres. Et à un moment donné, elle va tout simplement demander à Lavoisin de bien vouloir lui faire une potion pour empoisonner le roi. Sauf que Louis XIV en a entendu parler, et malheureusement, il y a beaucoup d'empoisonneuses qui ont été condamnées à mort, dont Lavoisin, et aussi donc la Montespan, qui a été répudiée par le roi, vu qu'elle elle a tenté de le tuer, donc du coup, voilà quoi, lui, il a tout simplement, voilà, lui a simplement demandé de partir. Surtout que c'était pas la première fois qu'elle essayait de faire tout ça, elle était connue pour demander à des empoisonneuses de faire des potions diverses et variées pour elle, pour pouvoir continuer à être aimée du roi. Voilà, donc on va être avec toute cette histoire-là. Ça a été vraiment très très intéressant. Je dois dire que moi j'ai eu un petit peu de mal avec la plume de l'autrice, parce que je n'avais jamais lu cette autrice-là. Mais c'est tellement bien raconté, elle le raconte très très bien, et
et ouais, c'est intéressant, on apprend pas beaucoup de choses. On apprend, comment ça se passait à cette époque-là et c'était pas joli joli. Voilà, mais c'était vraiment très, très intéressant et j'ai fini par, aimer la plume de l'autrice, j'ai fini par a adorer cette histoire, même si, franchement les actes de la voisin, me faisaient froid dans le dos. Elle a fini, par, y aller crescendo, hein, elle a voilà, franchement à cette époque-là, on l'aurait prise pour une serial killeuse, hein. Je ne vous en dis pas plus, mais non, ça a été vraiment une très, très bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, lire cette autrice et j'en relirai. Je relirai, beaucoup de ses romans, vu qu'elle n'a pas fait que celui-là. Voilà, elle est connue pour faire, de très bons romans historiques et je vous le conseille grandement parce que, c'était vraiment super. Voilà. Donc, Isabelle Duquesnoy, La chambre des diablesses aux éditions Robert Laffont. En troisième livre, donc, j'ai décidé de me lancer dans un Agatha Christie. Je continue ma petite collection. Donc, j'ai lu Ils étaient 10 aux éditions Hachette Collection. Alors, dans cette histoire, donc, tout le monde connaît à peu près l'histoire de ce roman. Je vais y arriver. Donc, on est avec 10 personnes qui vont être invitées donc, sur l'île du soldat. Ouais, voilà. Sur l'île du soldat, voilà, qui est une île déserte où il n'y a qu'une seule habitation. Voilà, une immense propriété. Et ces 10 personnes donc, vont se retrouver sur cette île déserte et dans ce manoir, où malheureusement les deux propriétaires ne sont pas là. Voilà, ils sont accueillis par les domestiques et malheureusement pour eux, un soir, une voix va s'échapper de la maison et elle va tout simplement accuser les 10 personnes qui sont là de meurtre. Voilà, cette voix va comment dire, énumérer donc tous les noms des 10 personnes et leur acte criminel, voilà. Et l'année où ils ont commis ces fameux meurtres. Alors ces personnes-là vont être un peu abasourdies, ils vont se demander comment les propriétaires savent ces histoires. Bien évidemment, ils vont tous tomber des nues, ils vont tous, comment dire, réfuter ces accusations. Voilà. Et malheureusement, pour ces 10 personnes, donc ces 10 personnes vont mourir les unes après les autres, voilà, dans un ordre bien précis. Et donc, dans cette maison, donc dans le salon de cette maison, il y a un objet assez étrange où il y a 10 petits soldats qui sont en rond, voilà. Et chaque personne qui est tuée, à chaque personne qui est tuée, un petit soldat, voilà, est tout simplement enlevé du socle et cassé. Voilà. Et donc du coup, donc, les personnes qui restent en vie se posent beaucoup de questions. Ils vont commencer un peu à paniquer, ils vont commencer à explorer et l'île et la maison pour savoir qui provoque ces meurtres. Au début, ils vont penser que c'est les propriétaires, mais ils vont vite se rendre compte qu'en fait, ça ne peut être qu'une des 10 personnes qui est là. Voilà, mais comme ils sont tués au fur et à mesure, bah voilà, au bout d'un moment, voilà, il n'en reste pas beaucoup, quoi. Il ne reste que 3-4 personnes, donc ils se posent vraiment la question de savoir qui commet ces meurtres. Et j'ai trouvé que c'était pas mal fait et en fait on sait comment dire, le dénouement de cette histoire, mais vraiment à la fin du livre. Voilà, à la fin du livre, on a l'explication, on sait pourquoi ces personnes ont été tuées et on sait qui est la personne qui a commis ces meurtres. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé que c'était une très très bonne histoire, c'est un très bon huis clos. Moi je ne connais, enfin alors j'en avais entendu parler, mais je n'avais ni lu ni vu euh, ils étaient 10 en fait. Je n'avais jamais lu le livre ni vu le film. Donc du coup ça a été une bonne découverte pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ce huis clos, je trouve que c'était une bonne... comment dire, une bonne, comment dire, une bonne idée de la part d'Agatha Christie de faire cette histoire. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas encore vu ni lu le livre, allez-y, lancez-vous. Hein, c'est une très belle histoire. Voilà.
Donc Agatha Christie, Ils étaient 10 aux éditions Hachette Collection. Voilà. Et en dernier livre, donc j'ai lu Les deux messieurs de Bruxelles d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, nous sommes sur 5 petites nouvelles, mais 5 petites nouvelles vraiment très très bien écrites, très très bien racontées. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 5 nouvelles. Alors, pour tout vous dire, moi je ne suis pas vraiment adepte des nouvelles, mais Éric Emmanuel Schmitt m'a réconciliée avec ce style de livre-là. Parce que il raconte vraiment très très bien ses histoires. Donc je vais essayer de vous les raconter au fur et à mesure. Je vais essayer de pas trop vous en dire. Donc la première histoire, bien évidemment, ce sont les deux messieurs de Bruxelles. Donc on va être avec une femme. Un notaire va taper à sa porte. Il va lui dire qu'elle a reçu une donation d'un certain monsieur qu'elle ne connaît pas. Elle va se poser beaucoup de questions, donc le notaire va lui demander si elle accepte ou pas l'héritage. Voilà, en sachant que peut-être qu'il y a des dettes ou pas par rapport à cet héritage. Alors elle va hésiter. Elle va surtout demander où est enterré ce monsieur. Elle va aller directement au cimetière pour voir qui est ce monsieur. Et elle se dit qu'elle ne le connaît pas, elle ne sait pas du tout qui c'est, elle ne comprend pas pourquoi il lui aurait donné son héritage à lui. Surtout que c'était un héritage relativement conséquent. Bon, elle va quand même l'accepter sans vraiment savoir s'il y a des dettes ou pas, mais elle l'accepte. Et heureusement pour elle, il n'y a pas de dettes. Et nous, alors en fait, en tant que lecteur, on va suivre l'histoire, mais à partir du début, en fait. Voilà. On va comprendre qui était ce monsieur, pourquoi est-ce qu'il a donné l'héritage à cette femme. Et on va tout comprendre du début jusqu'à la fin. Et c'est une histoire extraordinaire. Franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire un peu abracadabrante. Et au final, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment une histoire magnifique. Comme les 4 autres histoires, bien évidemment. Par rapport à la deuxième histoire, donc on va être avec un jeune homme qui va faire la connaissance d'un médecin qui vient de prendre sa retraite, voilà, qui promène son chien dans sa ville tous les jours. Et malheureusement, un jour, il va apprendre que ce médecin s'est tout simplement suicidé parce que son chien a été malencontreusement écrasé par un camion. Et apparemment, il n'aurait pas supporté la mort de son chien. Voilà. Il va faire la connaissance de la fille de ce médecin et avec elle, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que il se serait suicidé pour son chien. Voilà, donc ils vont essayer d'enquêter. Ils vont avoir un faisceau d'indices, mais vraiment minime, voilà. Et un jour, en fait, ce jeune homme va tout simplement recevoir une lettre qui a été écrite donc par ce médecin 3 jours avant... Non, le jour de sa mort. En fait, ce médecin a écrit une lettre avant de mourir, voilà. Et voilà. Et 3 jours après, donc, ce jeune homme a reçu cette lettre. Et il va la lire, voilà. Alors le médecin lui demande de bien vouloir donner cette lettre à sa fille et de lui lire, voilà, pour qu'elle comprenne bien pourquoi, quelle était sa vie, parce que sa fille trouvait que son père était vraiment très très secret par rapport à son passé et puis par rapport à sa vie actuelle. Il a toujours été très secret, il n'a jamais été vraiment très expansif, on va dire ça comme ça. Et donc du coup il va raconter tout simplement sa vie. Voilà ce qu'il a vécu avant d'avoir sa fille, avant d'être marié, tout ça, avant d'avoir son chien. Et ça a été vraiment une histoire, au fur et à mesure on comprend donc du coup comment est-ce qu'il était avant, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça maintenant. On comprend vraiment, on comprend tout en fait. Et c'est vraiment magnifique. Je m'attendais absolument pas à ce genre d'histoire-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment du bon. La troisième histoire, donc on est avec une femme. Alors là aussi non plus, j'arrivais pas du tout à comprendre où il voulait m'emmener l'auteur. On est avec une femme qui perd son mari.
et qui va, pouvoir refaire sa vie, avec un autre homme, voilà. Mais, son homme a l'air d'être, passionné, par son ancien mari, son 1er mari, en fait, qui est décédé. Il essaye de revendre, ses partitions qu'il faisait, voilà. C'était un homme qui écrivait des partitions de musique, voilà. Et il essaye, tout simplement de revendre ses partitions de musique. Et sa femme ne comprend pas pourquoi, il est tellement obsédé par son 1er mari. Elle a du mal à comprendre et à la fin, de sa vie, donc de cet homme, de son mari, il lui dit: «Est-ce que tu ne peux pas, reprendre le nom de ton mari, de ton 1er mari?» Et sa femme ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il lui demande ça. Et nous non plus, on ne comprend pas au départ et puis d'un seul coup, il dit il dit le nom du mari de la première du mari de la femme, voilà. Et en fait, on comprend qui c'est et c'est juste incroyable, en fait, parce que je ne me doutais absolument pas que le 1er mari de cette femme, c'était lui. En fait, c'était, voilà, c'est un comment dire? Sans vouloir spoiler, c'est quelqu'un d'assez célèbre et je ne savais pas du tout, que c'était, un homme célèbre, en fait, qu'elle avait épousé en 1res noces. Voilà, mais cette histoire, elle est vraiment, très intéressante parce que, bah, au départ, je me disais: «Mais de quoi il parle? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça?» J'arrivais pas trop bien à comprendre et c'est vraiment à la fin qu'on a la révélation finale et là, je suis tombée, des nues. J'ai dit: «Non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça» et en fait, si, en fait, parce qu'après j'ai cherché sur internet, je me suis dit: «Wow!» Je dis: Ça s'est vraiment passé comme ça». J'ai été vraiment, éberluée, l'auteur a réussi à me surprendre, mais bien comme il faut. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, voilà, voilà. Alors la 4e histoire, donc oui, la 4e histoire. Donc on est avec une femme, qui a un neveu, voilà. Cette femme a un neveu, donc elle est aussi mariée, elle a un enfant. Voilà, les 2, donc son neveu et son enfant à elle, ont exactement le même âge, hein. Ils sont à peu près nés, à la même date. Ils ont peut-être quelques années d'écart, mais pas trop, trop. Et en fait, son neveu, on va vite l'apprendre, a un problème, a un très gros problème cardiaque. Et il doit se faire opérer d'urgence parce que sinon il risque de mourir. Il doit se faire greffer un cœur parce que, voilà, par rapport à la maladie qu'il a, il est près de la mort. Sauf que cette femme-là va malheureusement un jour apprendre que son fils vient de mourir dans un accident. Voilà. Et elle va aussi apprendre que son neveu, lui, vient d'être sauvé, voilà, il vient d'être greffé, on lui a greffé un cœur et cette femme va tout simplement vriller, en fait. Elle va vriller. Elle va, finir par penser que le cœur de son fils est arrivé dans le corps de son neveu et elle ne va pas vraiment, supporter, cette situation, voilà. Et il va se passer pas mal de choses dans cette histoire et c'était aussi une très, très belle histoire que j'ai beaucoup aimée et qui fait vraiment beaucoup réfléchir par rapport à la comment dire? Au psychique mental. Voilà, ça fait penser, voilà, beaucoup à ça et c'était vraiment une très, très bonne histoire aussi. Et enfin, la dernière histoire, je vais y arriver. Donc la 5e et dernière histoire, donc on est avec, 2 garçons qui se parlent, voilà, deux garçons qui sont dans un parc. Voilà, ils sont en train de se parler et ils voient, 2 personnes âgées, qui sont alors pas vraiment côte à côte, mais qui sont bien séparées et un des garçons apprend à l'autre que en fait, cette femme et ce monsieur, ces 2 personnes âgées sont en fait mari et femme et qu'ils sont, tout simplement, comment dire? Alors ils vivent dans la même maison, mais ils ont coupé en fait leur maison en 2 parce qu'ils ne sont plus du tout d'accord, heu, l'un avec l'autre, tout simplement, mais ils continuent à vivre ensemble et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que ces 2 personnes se sont rencontrées, voilà, ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés, ils ont eu le coup de foudre, ils ont vécu, des années ensemble jusqu'au jour où, la femme a voulu avoir un enfant. Voilà, mais en sachant que dans sa famille
à elle et dans sa famille à lui, il y avait des enfants qui avaient des maladies relativement graves. Ils ont préféré, comment dire, éviter d'avoir un enfant, voilà, à cause de ces préjugés. Et on va dire que à cause de ça, leur relation s'est tout simplement dégradée. Mais ça c'est vraiment, il y a eu vraiment une coupure le jour où ces deux personnes se sont retrouvées en vacances au ski. Et malheureusement, il y a eu un accident. Ils sont tombés dans une crevasse et ils ont été ils ont été tout simplement sauvés, donc par une jeune femme. Et ils vont apprendre que cette jeune femme a une maladie qui pourrait la tuer. Mais du coup, ils sont assez, comment dire, c'est ça qui a fait que qu'il y a eu cette coupure, parce que cette jeune femme a une vingtaine d'années et a cette maladie, et du coup ils ont été totalement été éberlués d'avoir été sauvés par une fille ayant cette maladie-là, qui était une maladie assez atroce. Voilà, et voilà, et on sait pourquoi il y a eu cette coupure-là entre ces deux êtres qui s'aimaient. Voilà, donc c'est vraiment 5 histoires différentes, mais c'est de très très belles histoires, on est vraiment plongé dans ce livre. Donc si vous avez envie de lire des petites nouvelles d'Eric Emmanuel Schmitt, je vous le conseille très fortement parce que c'est vraiment un pur bonheur de lire cet auteur. Voilà, moi je ne m'en lasse pas, j'aime vraiment la plume de cet auteur, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 5 histoires. Voilà, donc Eric Emmanuel Schmitt, Les deux messieurs de Bruxelles, aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà pour mon bilan lecture. Alors, maintenant, je suis en train de lire, j'ai à peine commencé, donc le prodigieux détective de C.H. de Burgh, aux éditions La Joanie. Voilà. Je vais aussi lire le livre Arsène Lupin, donc mon dernier, La poudrière d'Arsène Lupin, alors là c'est plus par Maurice Leblanc, c'est par Boileau Narcejac, voilà, aux éditions Hachette Le Monde. Je vais aussi lire à nouveau Jérôme Loubry, voilà, Les Sœurs de Montmort, aux éditions Le Livre de Poche. Et je vais lire en dernier, donc, L'affaire de l'île Barbe, de Stanislas Petrovski, aux éditions Affit, édition La mort est notre métier. Voilà. Et il y a bien évidemment des illustrations de Michel comment il s'appelle Monteiller. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que tout cela vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et encore une fois un bon week-end de 1er mai. Et puis moi, je vous retrouve donc pour un prochain bilan lecture. Alors, ça sera pas tout de suite, bien évidemment, mais ça sera ça la prochaine fois. Voilà, donc moi, je vous souhaite comme je vous l'ai dit, une bonne fin de journée. Je vous dis donc à plus tard. Bye bye.